Voilà, merci beaucoup. Nous avons notre invité qui est déjà là, Monsieur Rodrigue et Keleme. Hein? Donc, c'est un Congolais. Avec lui, on va décortiquer un peu cet accord. J'ai envoyé cet accord à Jocelyn. Il va s'y prendre. On va aller pour voir un peu les grandes lignes de cet accord qui continue beaucoup plus à susciter des débats, des interprétations, tantôt des interprétations personnelles qui n'ont rien à voir peut-être avec cet accord. Monsieur Rodrigue, bienvenue. Merci beaucoup, cher David. Vous portez bien? Très très bien, merci beaucoup. Et je signale que vous êtes du Canada. Oui, je suis congolais. Je suis en train de faire une maîtrise au Canada, à Montréal. Et je suis avocat. Voilà. Peut-être que vous ne l'avez jamais su. Effectivement, vous êtes avocat. Ici, et la maîtrise, vous faites dans quel... À l'Université de Montréal, oui. j'ai fait une maîtrise en droit des affaires. Voilà, droit des affaires. Donc, c'est un avocat, c'est un juriste. C'est-à-dire que vous savez, les juristes, c'est les textes. Alors, nous allons certainement aller au niveau des textes. On va commencer à parler de cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Comment vous avez d'abord jugé cet accord? Alors, Jean-David, je pense qu'il est très important de d'abord contextualiser les débats et de fixer les débats. Il faut, je pense, au début de cette émission, fixer les Congolais sur ce que c'est un accord de paix. Alors, un accord de paix est d'abord différent de ce qu'on appelle traité de paix. Parce que j'ai vu, il y avait quelques discussions sur les réseaux sociaux, notamment sur la conformité avec l'article 214 de la Constitution qui parle de traités de paix qui doivent être approuvés par l'Assemblée nationale. Alors, l'accord de paix, de manière simple, c'est juste un contrat qui met fin à la guerre, aux hostilités. Alors, à la différence du traité de paix, l'accord de paix est généralement un accord qui est signé lorsqu'il y a une guerre dans un État. C'est-à-dire, lorsque la guerre n'implique pas plusieurs États, ce n'est pas une guerre interétatique. À l'opposé, le traité de paix est généralement signé lorsque la guerre oppose deux ou plusieurs États. En ce moment-là, les deux États belligérants viendront sur une table de négociation. À l'issue de ces négociations, ils vont signer ce qu'on appelle un traité de paix. C'est de ce traité de paix que l'article 214 est en train de parler. Alors, dans ce cadre particulièrement, je pense les négociateurs et les médiateurs ont bien choisi les termes accord de paix parce que principalement, il s'agit d'une guerre qui se passe dans les territoires de la RDC. Ça, c'est l'accord de paix. Exactement. Différent du traité de paix. Du traité de paix. Et l'accord de paix est généralement signé entre un État et des groupes armés. L'accord de paix. Généralement. C'est vrai, ça peut également impliquer... Alors maintenant, ici, nous signons avec un État. Nous avons signé avec... C'est tout cela... c'est ce qui rend cet accord un peu plus intéressant. Parce que il s'agit d'un accord de paix qui est signé entre un État et un autre État, et dans cet accord, il est implicitement reconnu à l'autre État les soutiens à un des groupes armés qui est en train de s'aimer mort et désolation dans la République démocratique du Congo. Alors, comme je le disais, l'accord de paix est signé pour mettre fin aux hostilités qui se passent dans un État, dans les territoires d'un État. Et c'est ce qui est le cas avec cet accord signé avec le Rwanda. Mais à l'opposé, les traités, c'est lorsque ce sont des États ou plusieurs qui se mettent ensemble pour signer un accord afin de mettre fin aux hostilités. Mais maintenant, dans ce cas, l'accord de paix, c'est celui qui est signé entre un État et des groupes armés. Alors ici, c'est... Alors maintenant, comment on va... Donc nous sommes encore dans l'imbroglio. L'imbroglio, il est évident. Et d'ailleurs, quand on va parcourir les dispositions de cet accord, vous verrez si à la fin, on va conclure qu'il s'agit d'un accord de paix ou il s'agit d'un autre accord. Déjà, la terminologie, sémantiquement parlant, on devrait parler du traité de paix. Parce que la guerre entre la RDC et le Rwanda, même si elle se passe principalement depuis plus de 30 ans dans les territoires congolais, c'est une guerre qui nous oppose au Rwanda, avec ses soutiens bien évidemment. Et il est clair que le soutien du Rwanda aux groupes armés, notamment à l'EM23, n'est plus à cacher. Même le président rwandais l'a reconnu explicitement. Donc, ça devrait, à mon sens, être appelé traité de paix pour mettre définitivement fin à la guerre qui nous est imposée, que être nommé accord de paix qui implique qu'il s'agit seulement
d'un problème qui se passe dans le territoire d'un État et qui ne concerne pas a priori deux États. Voilà, deux États. Alors, allons-y maintenant dans le fond. L'accord tel qu'il est là, quelles sont les grandes lignes aujourd'hui qui peuvent vous pousser à dire que ça, c'est un accord de paix ou ça, ce n'est pas un accord de paix? Alors, pour qu'on réponde à cette question, je pense qu'on doit également expliquer quelles sont les étapes qu'on doit suivre avant de signer un accord de paix. Voilà. Généralement, avant d'arriver à la conclusion d'un accord de paix, il y a plusieurs étapes que les belligérants ainsi que les médiateurs, les facilitateurs suivent pour aboutir à cet accord définitif. La première étape, c'est généralement ce qu'on appelle les pré-accords. C'est ce qui est appelé accord de s'accorder. Donc on s'accorde pour s'accorder. Et après cela vient l'accord préliminaire. C'est l'équivalent de ce qu'on a signé, je pense au mois d'avril, la déclaration de principe. Là, vous mettez des bases sur la manière dont les négociations vont se conduire et les dispositions principales qui seront incluses dans l'accord qui sera signé. Après l'accord préliminaire vient maintenant l'accord, je dirais, proprement dit. Et l'accord, proprement dit, il y a deux types d'accords. Il y a l'accord cadre qui pose juste de base pour la cessation des hostilités. Et il y a l'accord un peu plus, je dirais, plus étendu, plus élaboré. Et c'est ce qui a été signé avec les Rwandais. Et après cet accord viennent maintenant des mesures d'exécution de l'accord. L'accord de paix peut prévoir des mécanismes de mise en place de la paix ou de la fin des hostilités. Et ces mécanismes-là sont définis dans ce qu'on appelle des mesures d'exécution ou des accords d'exécution. Ces accords d'exécution peuvent être verbaux, ils peuvent être formels, c'est-à-dire des documents écrits, négociés entre parties. Et c'est ce qui est même prévu dans notre accord, notamment à la mise en place du cadre d'intégration économique entre le Rwanda et la RDC. Donc ce sont des accords d'exécution qui seront soit signés de manière formelle ou à travers les différents instruments diplomatiques qui seront échangés entre États. Alors, ça, ce sont les étapes à suivre. Maintenant, il y a aussi plusieurs sortes d'accords. C'est vrai, on a déjà différencié l'accord de paix du traité de paix, mais il y a les accords qu'on appelle les accords de capitulation, dans lesquels la partie qui a vaincu, qui a gagné la guerre, impose ces conditions dans l'accord. Il y a des accords partiels où on ne résout pas toute la problématique hostile, mais on résout seulement une partie et on veut mettre fin aux hostilités. Il y a des accords globaux qui incluent, ou des accords globaux et intégrales, qui incluent toute la dimension des hostilités et aspire à régler de manière définitive les différends qui s'opposent entre États. Mais à côté de ça, il y a également des accords de cessez-le-feu qui ne sont pas des accords de paix définitive. Il y a l'armistice qui est un accord de paix mais temporel. Dans l'armistice, les deux parties belligérantes décident d'arrêter la guerre mais ne décident pas de ramener la paix de manière définitive. Et l'armistice est différent de l'accord de paix, ainsi que l'accord de cessez-le-feu comme celui qui est signé entre l'Israël et l'Iran. Ce n'est pas un accord de paix définitive, mais c'est plutôt un accord de cessez-le-feu. Alors, avec cette déclinaison, et après avoir parcouru les différentes clauses de cet accord, vous et moi et les peuples congolais qui nous suivent seront en mesure de situer l'accord de paix qui a été signé entre la RDC et le Rwanda sous les auspices des États-Unis. Voilà, alors allons-y maintenant, étape par étape, pour voir où est-ce que nous en sommes, et comment on pourra cette fois-là définir les cadres. Allons-y. Allons-y, vous avez la parole. Je pense que pour gagner également plus de temps, mais pour expliquer aux Congolais la substance de cet accord, il serait mieux de parcourir surtout les clauses les plus pertinentes, et essayer d'expliquer ça dans des termes un peu plus simples. Parce que je me dis, lorsqu'on essaye d'interpréter un texte qui est écrit en français, les français étant notre langue officielle, lorsqu'on essaie d'interpréter un texte qui peut être lu par tout le monde, être compris par tout le monde, cela veut dire qu'il y a un problème. Et peut-être il y a des non-dits. Et nous essayerons ici, on est en démocratie, à parler de tout ça et à voir si réellement la RDC n'a pas été
appelé de manière précipitée à signer cet accord, ou bien c'était la seule option qui nous restait, entre guillemets, de sauver la face. Alors, bon, alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tel qu'on lit l'accord, la RDC a perdu ou n'a pas perdu? Alors, l'accord lui-même, il est beaucoup diseur. En fait. L'accord lui-même dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. Et vous remarquerez, en lisant cet accord, que la RDC est venue sur une table de négociation avec des conditions qui lui sont plus imposées. Parce que c'est plus à la RDC qui a beaucoup d'obligations. La seule obligation du Rwanda, c'est les désengagements et les retraits. Dans des termes simples, les retraits des forces et la levée des mesures défensives, tel qu'il est stipulé dans l'accord. Mais pour la RDC, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises pour que la RDC démontre qu'elle est en train d'honorer l'accord. Mais si on veut aller rapidement dans les différentes clauses, la première qui porte sur l'intégrité territoriale, interdiction des hostilités. Jocelyn, on peut avancer. Intégrité territoriale. Vous pouvez prendre intégrité territoriale. Premier point, intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Jocelyn Toumba. Oui, on y va. Ouais. Oui, alors, rapidement, cette clause a deux sous-clauses principales. Okay. Alors, la première sous-clause, c'est respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Quand vous lisez cette clause, ça dit les parties convient de mettre en œuvre les plans harmonisés de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces / levée des mesures défensives du Rwanda, entre parenthèses CONOPS, du 31 octobre 2024, tel qu'est prévu dans le présent accord. La deuxième sous-clause qui dit respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda reprend exactement le même terme de la première clause, de la première sous-clause, et dit les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces / levée de mesures défensives du Rwanda du 31 octobre 2024 tel qu'est prévu dans le présent accord. En d'autres termes, on veut dire que pour respecter l'intégrité territoriale de la RDC et pour respecter l'intégrité territoriale du Rwanda, il faut neutraliser les FDLR. Et c'est ce que les Rwandais disaient depuis le début, que nous n'attaquons pas la RDC. Nous sommes en train de nous défendre. C'est la même rhétorique d'Israël contre le Gaza et même contre l'Iran. Israël a attaqué l'Iran. Pourquoi? Israël dit que l'Iran est en train de construire une arme nucléaire. Or, si aujourd'hui l'Iran a une arme nucléaire, cela représenterait une menace existentielle face à Israël. Alors qu'est-ce qu'Israël doit faire? Elle doit se défendre de manière préemptive. Et c'est ici la rhétorique du Rwanda. Moi, je me défends. Je ne vous agresse pas. Alors qu'ici, chez nous, les FDLR n'est qu'une nébuleuse. Absolument. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu les FDLR faire une exaction armée au Rwanda. Jamais. Depuis que je suis né, c'est au Congo que ça se passe. Effectivement. Les Rwandais et l'Ouganda se sont battus au Congo. Les FDLR, s'il existerait, fait des exactions au Congo. Donc le Rwanda s'est dit, ok, le Congo n'arrive pas à gérer sa sécurité, n'arrive pas à éliminer une menace contre notre territoire. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais aller éliminer cette menace où? Au Congo. Et on dit, ok, nous allons éliminer la menace du Rwanda. Ça veut dire le respect de l'intégrité territoriale du Rwanda. Et à côté, le Rwanda va lever ces mesures défensives. Et les CONOPS le dit clairement, parce que quand vous lisez les CONOPS, il y a un deadline qui est clair. On vous dit, dans 3 mois, d'une part, vous êtes en train de neutraliser les FDLR, et d'autre part, vous êtes en train de lever les mesures défensives. Et comment cela se passe en réalité? Je trouve que c'est plus idéaliste que réaliste. Parce que déjà, quand vous avez suivi la ministre des Affaires étrangères dire, ce que nous allons faire, c'est d'abord mobiliser les peuples
qui vivent, les populations qui vivent dans les milieux où les FDLR seront identifiés, parce qu'il faut d'abord les identifier, et après sensibiliser les communautés pour qu'ils puissent dénoncer. Alors après avoir dénoncé, nous allons maintenant traquer les FDLR. Pendant ce temps, que fera le Rwanda? Et l'accord dit quelque part que la neutralisation des FDLR ne se fera pas par une seule partie, c'est-à-dire ce sont toutes les parties impliquées qui vont travailler ensemble pour neutraliser les FDLR, ce qui implique la participation du Rwanda dans les opérations qui seront exécutées pour neutraliser les FDLR. D'où les Rwandais qui nous ont agressés, c'est une évidence. Donc ils seront là. Ils seront là. Donc les agresseurs, comme quelqu'un disait, quelqu'un qui vient chez toi, il vole, il pille ta maison, il ne se limite pas qu'à ça, il tue tes enfants. Après, parce que vous voulez négocier la paix, vous dites, ok, vous allez venir, nous allons gérer ma maison. Est-ce que ce n'est pas une erreur de notre part d'accepter qu'il y a des FDLR? Alors que chaque fois, on avait une rhétorique pour dire que les FDLR n'existaient plus en République démocratique du Congo. Cette inconsistance dans la position de la République démocratique du Congo pose un sérieux problème dans la considération qui est accordée aux négociateurs ou aux personnes qui représentent la RDC sur le plan international. Vous venez un jour, vous avez un discours, et après un temps, vous changez. Regardez le discours du Rwanda, il est resté inchangé. Nous allons RDC parce qu'il y a les FDLR. Nous disons, il n'y a pas de FDLR. Il y a, certaines fois on a dit il y a les FDLR, il y a des moments où on a dit il n'y avait pas de FDLR. Donc on est en train de changer et qui va nous prendre au sérieux? Mais qu'à cela ne tienne, la RDC est un État souverain. Et d'ailleurs, beaucoup sont en train de débattre sur la considération de la RDC en tant qu'État, parce que l'un des éléments déterminants de l'État, c'est la souveraineté. Sommes-nous souverains sur le plan sécuritaire? Sommes-nous souverains sur le plan économique? Ça, c'est un autre débat. Mais qu'à cela ne tienne, le fait pour les États étrangers de venir dans notre territoire pour imposer la sécurité, pour assurer la sécurité, ce qui est une mission régalienne de l'État, ça pose problème. Mais qu'à cela ne tienne, je pense déjà, la manière dont ces deux clauses ont été libellées pose problème. On devrait, à mon sens, clairement indiquer que dans la sous-clause qui porte sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, la plus grande menace actuellement, c'est l'M23. C'est les M23. Oui, pour le Congo. Mais quand vous lisez les préambules de cet accord, il dit que la question du M23 est une question purement interne qui est traitée où? À Doha. Et quelle est la responsabilité du Rwanda dans le traitement de cette question? On dit le Rwanda va venir soutenir le gouvernement congolais dans les négociations, ou les partis. Quand on parle des partis qui négocient à Doha, il y a le gouvernement congolais d'une part et les rebelles du M23 AFC d'autre part. Et le Rwanda vient seulement apporter son soutien pour que cet accord-là aboutisse à bon port. Mais ici, on exclut de manière claire la menace qui est présente et réelle à RDC. Et on parle de quelle menace? Une menace qui n'a jamais existé de manière réelle, qui n'a rien fait. Ça n'a jamais été une menace pour nous, l'FDLR. Est-ce un accord de paix? La paix aujourd'hui veut dire quoi à l'est du Congo? Quand tu parles à un Congolais qui vit à l'est du Congo, tu lui parles de la paix. Pour lui, ça signifie quoi? Que les hostilités prennent fin. Les hostilités, c'est entre qui et qui? Entre le gouvernement congolais et les rebelles. Quels sont les rebelles qui sont en train aujourd'hui d'opérer de manière effective à l'est? Les M23. Ils occupent des pans entiers des territoires. Nord Kivu, Sud Kivu. C'est la menace réelle. Et c'est cette menace-là qui devait en réalité faire partie de cet accord. Parce que l'implication du Rwanda est reconnue par la résolution 2773 qui clairement exige au Rwanda de retirer. Mais pourquoi? Parce que dans cet accord, on parle de la reconnaissance. Hein? Et nous reconnaissons la résolution 2773. Pourquoi ils n'ont pas tenu compte des clauses de cette résolution? Et c'est tout ce qui m'étonne. Tout ce qui m'étonne, je me dis, mais qui ont négocié cet accord? Alors, mais dans ce cas, ça sera quoi? Donc, l'accord vient compléter ou la résolution vient compléter l'accord? Alors,
Parce que la résolution n'est pas abolie. Hein. Non, la résolution n'est pas abolie. Vous savez, les conseils de sécurité prennent beaucoup de résolutions pour résoudre le problème. J'aimerais également, permettez-moi de faire un peu du coq à l'âne. Dans les relations entre États, de manière générale, il y a 3 théories qui définissent les relations entre États. Il y a le réalisme. Le réalisme veut simplement dire que lorsqu'il y a des différends entre États, ces différends seront résolus par des voies militaires, que les plus forts gagnent. Il y a le libéralisme qui veut que les différends soient réglés par des mécanismes institutionnels traditionnels tels que les conseils de sécurité des Nations Unies qui se saisissent plutôt d'un différend et essaient de les résoudre par des résolutions, etc. Et puis il y a le constructivisme. Le constructivisme qui est une approche qui veut résoudre les différends de manière un peu plus préemptive, c'est-à-dire prévenir que 2 États puissent entrer dans un conflit militaire, prévenir les hostilités. Et comment? Alors, le constructivisme promeut l'instauration d'un climat de confiance entre États, notamment à travers un renforcement des relations économiques, des relations sociales, culturelles plus solides pour que les 2 États, pour que les chances plutôt des hostilités entre les 2 États puissent s'amenuire. Je donne l'exemple aujourd'hui des États tels que le Canada et les États-Unis. Pour que les Canada et les États-Unis entrent en guerre, c'est très improbable. Pourquoi? Parce que les relations économiques sont très solides. Même aujourd'hui, vous savez, je pourrais peut-être vous étonner, les États-Unis et la Chine pourront de manière très improbable finir par se battre. C'est improbable qu'aujourd'hui qu'on assiste à une guerre entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Parce que les relations économiques entre les États sont tellement liées que les coûts de la guerre dépassent les coûts du règlement pacifique des différends, parce que les relations économiques sont très renforcées. Alors le président Trump, il mélange le constructivisme au réalisme. Comment? Le réalisme, là, c'est... C'est-à-dire, il impose la paix à travers la force. La force, c'est-à-dire, d'une part, il montre que les États-Unis sont forts militairement, et d'autre part, ils disent, nous ne voulons pas nous battre. Parce que si nous nous battons, nous allons vous vaincre, nous allons vous gagner, mais nous voulons travailler économiquement parlant. Et c'est cette même philosophie que le président Trump a ramenée dans cet accord. Quand vous le lirez, vous comprendrez que c'est plus cette approche la plus constructiviste qu'on veut construire entre l'État congolais et le Rwanda, en consolidant les relations économiques. Il n'y a pas cette option du réalisme ici. Hein? Exactement. Cependant, ces approches-là s'appliquent dans des contextes bien précis. Bien que moi, je me rallie avec l'approche constructiviste, en tant qu'avocat d'affaires, bien évidemment. Je me dis, c'est mieux que les États travaillent économiquement pour une prospérité commune, que les États puissent s'entretuer, parce que là, on revient dans l'État pré-moderne. Parce que d'ailleurs, les auteurs qui définissent les différentes approches disent que le réalisme nous renvoie à l'état pré-moderne, ce qui est l'état de la jungle, c'est-à-dire quand il y a des conflits, des hostilités, vous vous battez comme des animaux, que les plus forts gagnent. Mais l'état constructiviste, c'est un peu post-moderne, c'est l'état des gens réfléchis qui résolvent des problèmes comme des personnes qui ont une cervelle et qui réfléchissent. Alors, maintenant, dans notre contexte, on est au milieu du constructivisme et du réalisme. Mais on est plus dans un contexte plus réaliste. Comment? La RDC est au centre des convoitises. La RDC est une nation qui est grande et appelée à la grandeur. On est potentiellement riche, mais ridiculement, on est pauvre. Alors, on doit maintenant transformer cette richesse potentielle à une richesse réelle. Ne pensez pas que les autres vont accepter, vont vous accompagner dans cette transformation, parce que n'oubliez pas que dans les relations entre États, il y a les intérêts étatiques qui priment sur les considérations sentimentales. Donc chaque État veut gagner pour sa population. Alors la RDC devait être consciente de son potentiel, de ses potentialités, et travailler et sur le plan économique, mais l'économique ne marche jamais sans les militaires. Même l'Allemagne aujourd'hui est en train de se construire militairement. Vous pouvez être économiquement fort,
mais il faut aussi être militairement fort. Donc la RDC, pour se prémunir de ces différentes attaques et pour être fort et pour s'imposer comme géant au cœur de l'Afrique, doit être militairement fort. Mais dans cet accord, on nous impose ce constructivisme avec des États à qui nous convoitent, tels que le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui, premier importateur du coltan, mais le Rwanda ne produit pas les coltans au niveau où le Rwanda peut arriver jusqu'à atteindre ce niveau-là d'être appelé premier importateur du coltan. Ça vient d'où? Ça vient de la RDC. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas militairement forts. Et dans ce monde, quand on n'est pas militairement fort, les plus forts vont régner sur les plus faibles. Et c'est la réalité malheureusement. Et nous devons vivre avec cette réalité. On doit comprendre les choses de cette manière. Et même les négociations des accords que nous sommes en train de faire doivent s'inscrire dans cette logique-là. Alors, on peut peut-être avancer oui. Pour finir avec la revue de cet accord. Ben, les autres sous-clauses, je pense que... oui. On aura les temps. Hein, oui. Mais la deuxième clause, désengagement des armements et intégration des groupes armés non étatiques. Alors ici, on dit afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les on peut aller à la deuxième clause, oui, on y va. Le potentiel économique de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC avec la médiation du Qatar et les efforts visant à désarmer, démobiliser les autres groupes armés non étatiques. Donc ici, on n'instruit pas au Rwanda de cesser son soutien au M23 de manière claire. Même si on parle du FDLR de manière claire, donc on est encore en train de cajoler entre guillemets les Rwandais. Pourquoi on cajolerait quelqu'un qui vient agresser un autre État alors que les preuves sont accablantes à son encontre? Alors, on parle de la fin de soutien. Oui, mais là, les groupes non étatiques, c'est encore ambigu là. C'est ça en fait. Pourquoi on ne cite pas clairement les M23 et quand on parle bien M23, voilà, non. Pourquoi ne pas citer des groupes armés, par exemple M23? Exactement. Parce qu'on dit les groupes armés non étatiques. C'est vaste là. On peut donc, dans les groupes armés non étatiques, il y a les Wazalendo. Il y a les ADF Nalou, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là, même les Wazalendo, le patriote, même si... je pense fondamentalement... Il ferait partie des réserves peut-être. Oui, fondamentalement, je pense que l'idée d'armer le Wazalendo n'est pas une idée soutenable, parce qu'un État doit investir dans son armée, l'armée étatique, mais néanmoins, ce sont des compatriotes comme vous et moi, qui sont très courageux, qui ont pris des armes pour dire non. Non à l'agression étrangère, ils se battent. Alors quand on parle de la fin du soutien, ben, les Wazalendo également sont considérés comme des groupes armés non étatiques. L'inquiétude, c'est que l'M23 est beaucoup plus cajolé dans cet accord. Non, ici, on parle... Son sort, c'est réservé au niveau de Doha. Au niveau de Doha. Ici, on ne parle pas des M23. Or, le problème, c'est qu'il nous a poussé à négocier avec les Rwandais. Actuellement, c'est les M23. Oui. Et c'est ce qui est alarmant. En réalité, cet accord devait concerner principalement les M23. Et les M23 devaient être cités de manière claire. Alors, quand on parle de victoires diplomatiques, en lisant cet accord, en tout cas, honnêtement, je ne vois pas de victoires diplomatiques. Est-ce les Rwandais qui a diplomatiquement gagné? Mais si c'est la rhétorique rwandaise qui est reprise ici, et que la position congolaise n'est pas clairement prise en compte ici, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le Congo, c'est le Rwanda qui a gagné. Alors maintenant, est-ce qu'il y a le mécanisme conjoint de coordination des sécurités? C'est que aujourd'hui, si les partis travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Un autre problème. Alors, comment nous, qui avons été agressés pendant plus de 30 ans, allons travailler avec l'agresseur pour neutraliser les groupes armés que l'agresseur utilisait pour nous agresser? Est-ce que ça fait un sens? À mon sens, je ne pense pas. Ici, c'est pour cela que j'ai voulu définir d'abord ce qu'on entendait par accord de capitulation au début. N'est-ce pas un accord de capitulation? Pour reprendre les propos d'un de vos confrères dans une des chaînes des radios, qui disait que la RDC a signé cet accord dans une position de faiblesse. Mais c'est un fait. C'est un fait. On a signé cet accord. Il y a des territoires entiers que nous ne contrôlons pas. Et quelqu'un également disait, je pense même que c'était dans votre chaîne, que cet accord
ou toujours dans la même chaîne, cet accord serré une porte de sortie pour la RDC, une porte de sortie quand même honorable pour la RDC, dire que bon, on met quand même fin aux hostilités, mais cela vient avec un coût. Et ce coût, c'est la disposition qui va suivre. Mais même ici, vous remarquerez que cet accord commence déjà à être non respecté globalement. La linéa dit les partis établissent ce qu'on vient de lancer dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda. Et chaque parti devait nommer des gens qui devaient faire partie de ces mécanismes conjoints. Jusque-là, rien n'a encore fait. La RDC récemment a annoncé avoir finalement désigné des personnes qui feront partie de ce mécanisme. Or, l'accord disait au jour de sa signature que dès ce jour-là, ce mécanisme devait être mis en place. Et les personnes qui devaient faire partie de ces mécanismes devaient être nommées. Mais ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs jours, près de 10 jours. Et depuis qu'on a... On parle d'abord cadre d'intégration économique. Ouais. Les partis qu'on vient d'élancer dans les 3 mois suivants l'entrée en vigueur du présent accord, les cadres d'intégration économique et régionale, en plusieurs étapes, qui sera défini dans un accord distinct intitulé cadre d'intégration économique et régionale, et s'appuie sur les efforts existants tels que ZLECAf, CERGEL, CO, CAE. Les partis utilisent ces cadres pour développer les commerces extérieurs. C'est ici où les bas blessent. Encore? C'est vraiment cette clause qui rapproche cet accord de plus en plus vers un accord de capitulation. Qu'est-ce que cette clause dit? Quand je vois les gens dans la télé et même les représentants de l'État, ceux qui ont négocié ces contrats, dire que la RDC et le Rwanda n'a pas signé un accord économique, il n'y a pas encore d'accord économique, mais c'est insulter notre intelligence. Comment ça? Parce que cet accord crée un cadre qui nous prépare à la signature d'un accord économique avec les États-Unis, avec des clauses principales énoncées clairement. On dit que nous devons promouvoir une intégration économique bilatérale. Nous allons lancer, et il y a même un délai pour la signature de ce cadre d'intégration économique dans les 3 mois. Donc, c'est-à-dire, on doit exécuter ça pour que l'autre partie, notamment le Rwanda, puisse également exécuter ses obligations qui sont principalement les désengagements des forces et la levée des mesures défensives. Donc, c'est-à-dire, on doit signer ces cadres d'intégration économique qui, à son premier point, dit on va lancer et élargir, donc lancer et élargir la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion de parcs nationaux. Qu'avons-nous de commun avec les Rwandais dans la gestion de nos parcs nationaux? Allons-nous gérer des parcs nationaux au Rwanda? Mais les non-dits de cette disposition, cher David, les Congolais doivent le savoir. Vous savez que récemment, il a été découvert qu'il y avait une réserve énorme de pétrole dans l'un de nos grands parcs nationaux, vous le savez, le parc Virunga. Pourquoi on n'a pas parlé de la gestion des stades? Pourquoi on n'a pas parlé de la gestion des forêts? Pourquoi on n'a même pas parlé de la gestion des hôpitaux? Pourquoi on n'a pas parlé de la gestion, on a cité seulement les lacs Kivu? Pourquoi seulement le parc national? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'or noir sous le parc de Virunga. Et on va gérer ça avec les Rwandais. Sommes-nous incapables de gérer nos parcs? Et au-delà de ça, on parle du développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais. Et cette question avait été débattue pendant des années. Et c'était même la logique que j'appréciais d'ailleurs du président de la République, l'approche du président de la République quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait normaliser les relations avec les Rwandais. Mais malheureusement, cette approche avait failli parce que le Rwanda avait un autre objectif à poursuivre. Or, vous vous souvenez de l'histoire des carnets d'adresses. Les présidents voulaient que nous puissions travailler ensemble. Il y avait même une raffinerie d'or qui était en train d'être mise en place au niveau du Rwanda pour raffiner l'or congolaise. Mais
finalement, ces négociations ou ces discussions n'ont pas abouti. Maintenant, dans cet accord, on veut justement officialiser ce que les Rwandais faisaient de manière illégale. Les vols de nos minéraux. Nos minéraux qui étaient extraits en RDC étaient raffinés au Rwanda et vendus aux multinationales. Je n'invente rien. Il y a des rapports qui sont documentés, qui les disent. Et maintenant, on dit non, 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 non. Les États-Unis entrent en jeu. Ils disent, OK, vous allez signer un accord d'intégration économique, de constructivisme, renforcer les relations économiques entre les deux États, d'une part. Mais dans cet accord d'intégration économique, les Rwandais viendront gérer vos parcs nationaux, vous allez co-gérer. Et deuxièmement, les minéraux qui seront extraits en RDC, M. Boulos l'a dit, je n'invente rien. Une partie de ces minéraux seront raffinés au Rwanda. J'interviens généralement dans les secteurs miniers. Les minéraux qui sont vendus à l'état brut sont moins chers que ceux qui sont vendus à l'état raffiné, parce qu'il y a une valeur ajoutée. Donc, les grands bénéficiaires de cette intégration économique, c'est les Rwandais. Mais la question ne devrait pas se mettre de condamner ici le fait que le Rwandais sort vainqueur de cet accord, parce que c'est clair, mais c'était plutôt de questionner les raisons derrière lesquelles les Rwandais, on lui accorde tout ce privilège. Parce qu'il y a des problèmes structurels internes que nous devons régler. Est-ce qu'on nous prend au sérieux? Est-ce que la chaîne des valeurs dans le traitement des minéraux, pourquoi cela ne devait pas se faire en RDC? Quelqu'un disait, pourquoi on n'imposerait pas, même pas imposer, mais demanderait que la grande partie de l'exploitation minière ou des activités minières se fasse ici. Les raffineries sont installées ici en RDC. Peut-être pour chuter sur cette question, j'aimerais juste relever que l'une des grandes sociétés minières congolaises était, il y a peu, gérée par des Américains. Ils sont partis. Pourquoi sont-ils partis? Ce sont des questions que nous devons poser. Et en répondant à ces questions, nous aurons résolu beaucoup de problèmes qui conduisent à ce qu'aujourd'hui, les Rwandais soient considérés comme un partenaire sérieux. Pourtant, c'est un agresseur. C'est un agresseur. Effectivement, merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. Vous savez que on ne devait pas terminer ça aujourd'hui, mais c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. La semaine prochaine, ouais. si vous avez encore le temps, ouais. Mardi, on va continuer. Ouais. Hein, on va continuer là où on s'est arrêté pour comprendre un peu la mise en œuvre et règlement des différends. Hein, que les gens comprennent par rapport à ça. Jean-David, peut-être pour finir, vous savez, on est un État démocratique, oui. Et la démocratie a pour fondement la liberté d'expression. La liberté d'expression fait émerger des intelligences. La liberté d'expression permet à ce que du choc des idées puisse jaillir la lumière. Et il est important que les peuples puissent être informés et formés dans une démocratie pour faire des choix éclairés. Parce qu'au finish, les retombées de cet accord seront au bénéfice du peuple congolais. Et ce peuple qui a élu ses dirigeants doit être informé et formé sur ce que ces dirigeants font pour lui. Parce que c'est à son bénéfice qu'il négocie et les retombées de ces négociations doivent être positives pour le Congo. Nous devons aimer ce Congo, nous devons le servir et pour cela, nous devons parler des accords qui lient le Congo à d'autres États. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. On va continuer tout à l'heure avec le pasteur Mandek et puis ça sera Chibambe qui viendra ici pour parler de ces guerres au niveau de l'UDPS.